Bon, eh bien, bonjour à tous. Merci d'être venus. Je crois que c'est le premier séminaire pour 2024. Il me semble qu'on n'est pas très violent cette reprise. Euh, Quelques règles de fonctionnement pour le déroulement du séminaire. Il va y avoir des questions pendant l'exposé. Les questions, il faudra les dire là-dedans, parce que pour les gens qui sont en ligne, il faut qu'ils puissent les entendre comme il faut. Pour commencer l'année, même si c'est tard, on est tout à fait ravis de donner la parole à Valentin Mathieu. Donc, toi, tu es forestier de formation, donc avec un diplôme d'ingénieur, un master en économie, un doctorat en sciences économiques. Et aujourd'hui, tu es ingénieur de recherche à AgroParisTech Nancy depuis quelques mois. Je ne sais plus l'intitulé de ton poste. C'est pas grave. Et donc, Kevin nous parlait de commerce de bois au niveau mondial. Mais pas Donc, que. et pas que. Donc, je te laisse la parole. Et puis, je ferai le donneur Le pigeon voyageur. voilà, le bâton de parole est là. Voilà. Ça marche. Merci Julien, puis merci aussi en même temps à Nicolas et Esther pour l'organisation de ce séminaire. Je suis ravi de contribuer à cette belle série du séminaire Forêt, Climat, Société. Alors aujourd'hui, on va parler bien sûr forêt, on va parler société. On va pas beaucoup parler climat, donc je suis désolé pour ceux qui sont venus pour entendre parler de climat, il n'y en aura pas trop dans la présentation. Et puis surtout, on va parler de bois, de commerce, de ville, de modélisation et puis de ce machin qui est l'économie mondiale du bois. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est avant tout des travaux qui sont extraits de ma thèse. J'ai vraiment essayé de calibrer bien la présentation pour pas que ce soit inaudible pour ceux qui ne seraient pas familiers de l'économie. Ça se peut que je me sois loupé. Donc, en fait, si jamais vous avez des questions de précision, vous voulez que je détaille plus quelque chose ou que je explique quelque chose, je vous encourage à poser la question directement en live, quoi. Ce sera plus sympa. Bon, on va commencer. Je vais faire une courte introduction quand même pour vous introduire un peu le sujet. Et le pointeur commence déjà à me faire des siennes. Alors, si on lit un peu les rapports de la FAO, les Forest Resource Assessment, en 2020, les forêts du monde, c'est un peu plus de 4 milliards d'hectares et ça recouvre 31% de la surface terrestre. Donc, c'est quand même une sacrée surface. Et c'est une surface qui est assez inégalement répartie à la surface du globe, en fait. 72% des forêts, c'est que en tropical et boréal. Donc, c'est dans des domaines climatiques déjà un peu particuliers. Et en fait, plus de 50% des forêts sont possédées par 5 pays. La Russie, le Brésil, après, dans l'ordre, il va y avoir Canada, États-Unis et Chine. Je fais juste cette petite aparté-là parce que ça ne va pas être sans conséquence non plus quand on va parler d'économie, d'allocation des ressources, de marché, etc. Tout le monde ne possède pas de forêt et puis la grosse partie de la ressource est possédée par quelques-uns seulement. Ces forêts, elles abritent une biodiversité très riche qui agit comme le socle de tout un tas de services écosystémiques sur lesquels les sociétés humaines se reposent. Donc, il y a des services d'approvisionnement, des services de régulation, des services culturels, des services de support, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la forêt, est-ce que tu veux bien passer, s'il te plaît? Elle joue un rôle non négligeable dans l'atténuation du changement climatique. Alors déjà parce que les arbres, ils peuvent séquestrer du carbone, et ça c'est un levier qu'on aime bien actionner quand on fait de la lutte contre le changement climatique, mais aussi parce que les forêts, elles produisent du bois. Et alors le bois, c'est un matériau un peu spécial, qui peut stocker du carbone plus ou moins longtemps, hein, selon la durée de vie des produits, et surtout qui peut être utilisé en substitution à d'autres produits fossiles plus polluants, comme le béton dans le domaine de la construction, ou encore les énergies fossiles dans le domaine de l'énergie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans tout un tas de politiques de transition énergétique et environnementale, le bois, il a un peu une place stratégique dans ces politiques-là. Des politiques qui parfois préconisent un usage assez massif en fait, du matériau bois pour ces transitions-là. Mais un usage massif du bois pour réaliser ces politiques peut se heurter à minima à deux freins. Le premier frein qu'on a, c'est que l'offre future en bois aujourd'hui, elle est assez incertaine. Pourquoi? À cause principalement de deux phénomènes. Le premier, c'est le phénomène de déforestation, qui est la perte nette de couverts forestiers due à l'activité humaine. C'est un sujet qui est vraiment largement étudié en sciences économiques, mais même dans d'autres disciplines, hein. Et on a réussi à identifier plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ce phénomène. Alors voilà, par exemple, la déforestation, ça peut être dû à la croissance démographique, à la croissance économique, à la globalisation. Et de manière très concrète, la déforestation, elle résulte de l'expansion de l'agriculture, du développement des infrastructures et aussi du commerce international. On y reviendra un petit peu. Commerce qui peut intensifier un peu la pression sur les ressources et créer des déplacements de déforestation d'une zone à l'autre.
Mais il n'y a pas que ce mot-là, en fait, qui attaque les forêts. Il y a aussi toutes les perturbations naturelles qui arrivent, avec en tête de file les incendies, les tempêtes, les agresseurs biotiques. Alors là, c'est un petit insecte, mais on peut imaginer les champignons, les bactéries aussi. Et ça, c'est des perturbations dont on s'attend à ce que l'intensité et la fréquence augmentent avec le temps dû au changement climatique. Ces deux phénomènes ont mené à une perte de 178 millions d'hectares de forêt entre 90 et 2020, d'après la FAO toujours. Bon, c'est un gros chiffre. J'ai regardé un peu des comparaisons marrantes. C'est 10 fois la taille de la forêt française métropolitaine, environ la taille de la forêt européenne, de l'Union européenne, pardon, et c'est un quart de la forêt amazonienne, en gros. Bon, voilà, c'est des chiffres marrants. Enfin, c'est un peu inquiétant quand même. Et puis, à cette première source d'incertitude, s'en cumule une deuxième, qui cette fois est liée aux côtés de la demande. Alors, la demande en bois, elle a beaucoup changé à travers l'histoire. Il y a quelques siècles, on faisait des bateaux en bois. Alors aujourd'hui, pour faire la guerre, on n'utilise pas des bateaux en bois. C'est plutôt des Charles de Gaulle bien métalliques. Et donc, il y a des changements d'usage du bois qui sont advenus dans les derniers siècles. Mais si on regarde une période plus récente, entre 1961 et 2022, donc pourquoi ces dates-là? C'est parce que c'est toutes les données disponibles auprès de la FAO. On se rend compte que les récoltes de bois, elles ont augmenté de 60% à l'échelle globale. Donc, c'est environ plus 60% en 60 ans, ce qui est quand même assez colossal. Et quand on essaie d'expliquer un peu quels sont les mécanismes derrière cette augmentation, on se rend compte que c'est une augmentation qui est principalement due au phénomène de globalisation, de mondialisation, qui a eu opéré tout un tas de changements très structurels au sein de l'économie, un affaiblissement des frontières géopolitiques, la diminution des coûts de transport, euh, le développement des infrastructures, qui, mis bout à bout, vont intensifier en fait le commerce international des produits bois. Alors ça, c'est une des premières thématiques qui va vraiment agir en fil rouge de cette présentation. Intensification des échanges qui peut justement déplacer en fait des effets, enfin des demandes très très loin. Donc on y reviendra après, mais on peut avoir en économie ce qu'on appelle des effets de débordement, c'est-à-dire que si un pays décide en fait d'implémenter par exemple des mesures de protection environnementale, donc de moins exploiter ses forêts, admettons, et ben, grâce au commerce, elle est capable de compenser le manque de production en allant chercher ailleurs du bois. Et généralement, on va le chercher dans des pays qui déforestent. Bon, ça, j'y reviendrai un peu après. Et une deuxième thématique qui est aussi totalement liée à la mondialisation, mais qui ne paraît pas connectée directement aux histoires de forêt et de bois, c'est celle d'urbanisation. Alors, à travers la mondialisation, ben, on se rend compte que les gens ils vivent de plus en plus dans les villes. D'ici 2050, les Nations Unies estiment que c'est environ 2 tiers de la population mondiale qui sera en ville. On a un nombre de villes en augmentation croissante, donc les méga-villes, celles qui font plus de 10 millions, elles ont quasiment triplé en 30 ans. Donc elles sont passées de 10 à 33, quelque chose comme ça. Les villes moyennes et petites sont aussi en pleine expansion et ça a des effets assez majeurs sur la structure de l'économie parce que déjà, on va concentrer en fait l'activité économique et la demande, surtout sur la demande, c'est les gens, hein, quelque part, dans des points très, très précis spatialement. Et aussi, l'urbanisation, elle va avoir des effets sur ces populations. Déjà, l'urbanisation, elle va changer les modes de consommation des gens. Et puis, l'urbanisation en tant que telle, ça, on n'y pense pas forcément, parce qu'on a tous été éduqués aux trois petits cochons, en fait, hein. C'est-à-dire la maison en bois, ça ne marche pas. Mais en fait, l'urbanisation, la croissance d'une ville, ça consomme énormément de bois. Ça peut en consommer pour le bâti, pour des infrastructures, pour du mobilier, ce genre de choses. Et en fait, de manière générale, il est estimé que plus de 50% de ce qu'on extrait de la nature aujourd'hui, c'est utilisé pour accroître le stock de capital dans les villes, c'est-à-dire ben, tout ce qui est bâti, infrastructure, mobilier, ce que vous voulez. À cela se rajoute une question de renouvellement, c'est-à-dire tout ce qu'on construit a une durée de vie limitée. À un moment, il faut le renouveler. Donc la table, bon voilà, cette table-là, je ne sais pas quel âge elle a, mais peut-être que dans 20 ans, elle ne sera plus là, on l'aura déjà remplacée. Donc tout un tas de produits il y a un flux en fait de remplacement qui va devenir. Et puis vous avez des flux de bien plus courts pour des produits qui ont des durées de vie hyper minimes. Donc là, j'en vois dans la salle, il y a du papier. Quand vous aurez fini votre carnet, vous allez l'archiver, vous allez acheter un nouveau carnet, et ainsi de suite. Il y a plein de produits comme ça qui sont en flux permanent au sein des villes et qui sont justement liés à cette consommation urbaine des villes. Donc, ça ne va pas être sans influence quand même sur notre affaire. Bref, à ce stade, on se rend compte qu'il y a quand même un certain enjeu à produire des analyses qui vont s'intéresser à prédire l'offre et la demande future en bois, essayer de comprendre un peu tous ces mécanismes-là si on veut pouvoir réaliser nos objectifs de développement durable. Et aujourd'hui, ces analyses en économie, elles reposent essentiellement sur des modèles. On ne va pas rentrer dans des considérations épistémologiques de ce que c'est un modèle. Nous, on va juste considérer que c'est une représentation simplifiée de la réalité, souvent mathématique. Et on va s'intéresser dans cette présentation à un type de modèle en particulier, c'est ce qu'on appelle les modèles de flux commerciaux de bois. Donc, c'est les modèles qui vont s'intéresser à la production, au commerce et à la consommation du bois et de ses produits dérivés.
D'accord? Donc ces modèles, il y en a une grande diversité. On ne va pas faire une typologie exhaustive sur ce sujet-là. Mais on va le voir, leur objectif, c'est vraiment d'analyser l'impact que peuvent avoir des politiques publiques, des chocs économiques sur le secteur forêt-bois. D'accord? Ils vont essayer aussi de faire des fois de la prospective, etc. On va le voir un petit peu après. Et ils sont vraiment utilisés en appui, en fait, pour les politiques publiques, ce genre de choses. Et la question est vraiment qui vient à ce moment-là à l'esprit, c'est quelle va être la capacité de ces modèles à remplir, en fait, leurs objectifs? Est-ce qu'on peut leur faire confiance ou non? Alors ça, c'est une question de modélisation, même épistémologique, très, 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 très large auquel on apporte, enfin, je ne peux pas apporter de réponse concrète, ça dépasse largement cette présentation, mais on peut quand même explorer deux pistes de réflexion. La première piste de réflexion qu'on peut explorer pour répondre à la question, c'est est-ce que ces modèles, ils sélectionnent les bons facteurs pour expliquer un phénomène économique? Un facteur, ça va être une quantité physique, enfin, une variable qualitative qui peut, un changement de politique, je ne sais pas, on va avoir un peu la liste qu'on peut faire derrière de ces facteurs-là, qui va influencer le système, le phénomène économique. Est-ce que les modèles actuellement, ils choisissent les bons? Ou est-ce qu'ils en oublient peut-être pas des importants? Et puis, la deuxième piste de réflexion, c'est ce que j'ai appelé l'enfer des données. Souvent, les modèles, ils ont cette propriété assez sympathique de faire le lien entre la théorie, les hypothèses et le monde réel à travers les données qui vont permettre de tester nos hypothèses, vérifier nos théories. Mais si les données qu'on a sous la main, elles sont pas disponibles ou disponibles mais de mauvaise qualité, on peut peut-être avoir des problèmes. Et donc, c'est un peu cette deuxième piste-là qu'on va explorer dans cette présentation. Donc voilà un peu le parcours qu'on va faire dans cette présentation. Il y a quatre grandes parties en fait, que je vais vous présenter, chacune qui se rapporte plus ou moins à un des chapitres de la thèse. Donc si jamais vous voulez approfondir un peu un sujet, parce que je ne peux pas tout dire, je vous enverrai le manuscrit. Hein. Ça fera un beau cale-porte si jamais vous n'utilisez pas. Une première partie un peu qui va balayer très largement la littérature sur l'existant, qu'est-ce qu'on a actuellement comme modèle, avec vraiment comme souci de se poser la question quels vont être les facteurs mobilisés par ces modèles pour expliquer l'économie mondiale du bois, ou en tout cas la représenter. Et là, cette partie-là va faire émerger la thématique urbanisation dont je vous ai parlé, j'y reviens juste après. Bon, après, on va sauter les pieds dans le plat dans l'enfer des données. Donc, on va un peu regarder les données de commerce qui sont largement utilisées en économie, juger un petit peu de leur qualité, et se poser la question de quel impact la qualité de ces données va avoir sur nos modèles et ce qu'ils sont capables de dire pour l'appui aux politiques publiques ou juste l'analyse commerciale, l'expertise. On va après regarder une approche un peu originale. En fait, spoiler, il va y avoir des problèmes. Et après, l'idée, c'est de savoir comment on peut essayer de contourner ces problèmes avec, d'un point de vue méthodologique, comment on peut quand même réussir à faire parler ces données en contournant leur faible qualité ou les problèmes qu'il y a en interne. Ça, on va développer une analyse de réseau pour ça, du commerce, qui va donner des résultats assez marrants. Et puis après, dans la quatrième partie, on va se réapproprier la question d'urbanisation de la première partie et on va vraiment opérer un changement d'échelle. C'est-à-dire ici, pour l'instant, on est vraiment dans un cadre international. Le monde, c'est un puzzle de pays. On va essayer d'opérer un changement d'échelle pour descendre à l'intérieur du pays, à l'échelle des villes, et voir quel peut être l'impact de l'urbanisation sur l'économie mondiale du bois. Bon, on entame donc avec une courte partie vraiment sur la littérature. Alors ça, c'est un travail qui a été publié, qui a été rédigé avec un de mes directeurs de thèse, Jean-Marc Roda, qui est au CIRAD en Indonésie. Voilà, c'est une méta-analyse des concepts de modélisation de flux commerciaux de bois. C'est publié dans Forest Policy and Economics, pardon. Et donc là, on regarde vraiment question des facteurs et on va voir comment on arrive à retomber sur la thématique urbanisation. Alors, l'objectif de notre étude, c'est totalement naïf. On se dit, bon, finalement, des modèles, il y en a plein, ils sont tous différents, mais peut-être qu'ils ont quelques points communs ou peut-être qu'ils utilisent une énorme diversité de facteurs, parce que bon, l'économie du bois, c'est quand même un peu compliqué comme affaire. Donc peut-être qu'a priori, on doit mobiliser une bonne dizaine, une bonne vingtaine de facteurs pour expliquer les enjeux. Donc il faudra aller vérifier ça. Et puis, on peut aussi essayer de faire un point sur quels sont les objectifs de ces modèles, à quoi ils servent, pourquoi on les a construits et on se casse encore la tête à en construire d'autres. Pour ça, on va essayer de faire en fait une méta-analyse de ces concepts de mobilisation sur 499 publications. Alors, cette méta-analyse, elle a deux composantes. Une première composante qui est de lire ces 499 articles, donc c'est très laborieux, ça m'a pris du temps, et surtout de regarder assez précisément la partie matériel et méthode, donc aller un peu ouvrir le capot des modèles pour voir qu'est-ce qu'ils considèrent en fait comme facteur important. Et on couple ça avec une analyse bibliométrique sur les mots-clés. En fait, chaque article a des mots-clés donnés par les auteurs. On les prélève, on fait des analyses statistiques dessus en analyse en composante multiple. Mais c'est vraiment la complémentarité en fait, de ces deux analyses qui nous permet en fait, de raconter une histoire
d'arriver à des résultats, parce que ben, vous doutez bien que faire un résumé de 499 articles, c'est pas toujours aisé, en fait, hein. Donc l'analyse bibliométrique sert pas mal pour ça. Et donc on arrive à deux jeux de résultats. Premier jeu de résultats qui est ici, c'est que finalement, ces modèles, ils sont principalement utilisés, si ce n'est pas dans la quasi-majorité des cas, pour de l'analyse de politique publique. On met en place une politique de taxe carbone sur les énergies fossiles, on met en place des politiques commerciales d'anti-dumping entre pays, etc. Comment ça va affecter l'économie du bois en interne, au niveau commercial, etc. Et puis, deux autres objectifs qui sont un peu moins bien représentés dans le corpus, même s'il y a des chevauchements en fait, avec l'analyse de politique publique, qui vont être la prospective. Donc ça, c'est vraiment au terme forecasting en anglais, c'est-à-dire faire des projections conditionnées par des scénarios. Ça, on en fait pas mal. Donc on aime bien récupérer, par exemple, les scénarios du GIEC, essayer de projeter ça, des scénarios de population, de PIB, ce genre de choses. Et puis, dans une moindre mesure, l'analyse de mécanismes commerciaux qui vont être un peu plus spécifiques, dû au fait qu'on a des produits particuliers qui sont les produits bois. Donc ça, c'est un résultat tout à fait en accord en fait avec la littérature sur des sous-familles de ces modèles-là. Donc on est assez content en fait, on n'est pas trop surpris. Par contre, ce résultat-là, il est un peu plus surprenant. C'est-à-dire quand on arrive à un peu faire la liste de tous les facteurs utilisés, on se rend compte qu'il y a grosso modo 4 familles de facteurs que ces modèles utilisent pour représenter l'économie mondiale du bois. Les premiers facteurs, mais c'est un peu logique, hein, c'est les quantités de stock et de commerce. En fait, il faut quand même expliquer une variable dans nos modèles, et généralement, la variable qui est expliquée, c'est le flux de bois, quoi, d'accord, qu'il soit commercial ou que ce soit des mètres cubes. Donc ça, à la limite, on n'est pas surpris. Après, les facteurs politiques, bon, ben, encore heureux, on fait de l'analyse de politique publique, donc il faut quand même essayer de modéliser les changements de politique, soit de manière quantifiée, soit de manière qualitative. Par exemple, une rupture d'accords commerciaux, l'entrée dans l'Union européenne d'un pays, ce genre de choses, quel impact ça va avoir. Des facteurs dits de production, alors là, c'est vraiment au sens très classique de l'économie. En économie, on aime bien parler de facteurs de travail, de capital, de propriété terrienne, etc. Bon, là, on est vraiment dans des considérations très classiques. Et puis les facteurs de prix de la marchandise, les taxes, euh, les taux de change, ce genre de choses. Mais du coup, forcément, face à ce résultat, nous, on s'est posé la question, est-ce que bah, déjà, il n'y a pas une inertie au changement? Parce que là, on se rend compte que depuis que ces modèles existent, on utilise toujours les mêmes facteurs pour expliquer l'économie mondiale du bois qui, pour le coup, ça je pense, ce n'est pas une hypothèse très forte, a beaucoup changé depuis les années 70-80. Ensuite, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est bah, est-ce qu'on pourrait passer peut-être à côté de facteurs importants voilà, qu'on ne prendrait pas en compte actuellement. Et donc là, pour répondre à cette question-là, on est allé fouiller dans une autre littérature que la littérature en sciences économiques, qui est une littérature plutôt issue des sciences régionales, métabolisme urbain, un peu d'économie géographique quand même, et aussi beaucoup d'études de consommation de matériaux domestiques. Alors, c'est des gens qui prennent des tas de données et qui essaient de comprendre quels sont les facteurs qui expliquent pourquoi on consomme tel ou tel matériau. Et dans toutes ces études, ça pointe toujours dans la même direction lorsqu'il s'agit de la biomasse, donc le bois inclus. Comme quoi, l'urbanisation, c'est un facteur assez important. En fait, la densité de population, la concentration dans les villes et la croissance des villes sont des facteurs, en gros, qui vont jouer énormément dans la consommation de matériaux. Et ça n'a pas été testé explicitement pour le bois. Là, il manque quelque chose sur le bois. Donc ça, on va y revenir en dernière partie. Je le garde dans un coin de la tête. Mais ça va être tout l'objet de la fin de cette présentation. C'est de tester si ce facteur est vraiment important. On met ça de côté, on va vraiment parler commerce, parce qu'en fait, quand on lit 499 articles sur le commerce de bois, l'économie du bois, on se rend compte d'une autre chose, c'est que ben, une grosse partie du corpus de littérature, il utilise toujours les mêmes données de commerce. Les données, en fait, dans tous les cas, c'est les mêmes données, elles sont portées par les Nations Unies, mais soit on va les chercher auprès de la FAO, plus exactement, soit on allait les chercher auprès de la FAO, parce qu'ils ont arrêté de les éditer, il y avait trop de problèmes, soit on va les chercher auprès d'une base de données qui s'appelle UN Comtrade, donc c'est en open access, vous pouvez y aller quand vous voulez. Ça consigne l'ensemble du commerce qui est fait au sein des Nations Unies, pour tous les produits confondus, tout est consigné. Et donc généralement, les économistes, ils prennent ces données-là et on essaie de faire des analyses commerciales sur la base de ces données. Et bon, forcément, quand on constate ça, ben, on a envie d'aller triturer ces données, voir si on peut en faire quelque chose. Et donc là, dans cette deuxième partie, on va regarder un peu. Déjà, on va essayer de juger de la fiabilité de ces données. Et si jamais non-fiabilité il y a, mais bon, vu le titre, vous vous doutez bien que c'est questionnable, quel impact ça va avoir sur notre exercice de modélisation? Est-ce qu'on va arriver avec des modèles biaisés ou pas, quoi? D'accord? Donc on rentre
texto dans l'enfer des données, et puis on va parler vraiment purement commerce international ici. Et ça, c'est un travail que j'ai réalisé avec un autre de mes directeurs de thèse, on est toute une famille, hein, Serge Garcia, qui est au bêta. Alors l'objectif, c'est vraiment, voilà, comme je vous le disais, quantifier les potentielles disparités qu'il y aurait dans ces bases de données, et puis proposer une méthode pour corriger en fait un modèle de ces disparités, si jamais il y en a. Et on va se concentrer, alors si on regarde un peu la littérature, des problèmes dans ces bases de données, il y en a tout un tas. Je peux vous en citer quelques-unes pour rigoler, mais si vous allez regarder, par exemple, la catégorie boiron dans ces données, vous allez dans la case quantité et vous regardez un peu les différentes unités qui sont utilisées pour quantifier, en termes de masse, le bois. Vous retrouvez la tonne et le mètre cube, ce qui n'est pas hyper surprenant, a priori. Vous retrouvez le mètre carré, le fit, tout un tas de trucs. Et donc, en fait, ça devient rapidement compliqué d'exploiter ce genre de données. Il y a aussi des outliers un peu sévères, hein, quand vous vous rendez compte. Alors, je ne sais plus, dans ma thèse, je citais un exemple assez marrant d'un échange entre le Zimbabwe et la Chine. Donc, le Zimbabwe envoie du bois à la Chine, du bois rond en 2022, et il envoie exactement 6 mètres cubes de bois rond qui valent 9 $. Ça, c'est bizarre, quoi. Et donc, il y a des rapports qui ont circulé. Alors, il y a quelqu'un qui a été commissionnaire en France, j'ai oublié son nom, il m'excusera, pour aller regarder dans les données brutes. Ça, c'est des données de douane à la base, hein. Donc, on va rechercher dans les données brutes des douanes qu'est-ce qui se passe. Et en effet, des fois, les gens, ils ne savent pas trop comment classer le produit. Et donc, une petite boîte en bois à bijoux, c'est du roundwood, quoi. Donc, des fois, on peut avoir des problèmes d'outlier assez sévères. Voilà. Mais nous, on va regarder en particulier deux problèmes ici. Le problème de la non-déclaration. Ça commence à inquiéter normalement l'Assemblée. Et le problème d'écart entre les déclarations. Ce que je fais aussi, ce qu'on fait aussi dans ce chapitre de thèse, c'est d'analyser un peu le comportement déclaratif des pays. Je ne vous le présenterai pas là, mais en discussion, j'ai en backup les figures si ça vous intéresse. Et surtout, je vais vous expliquer un peu quelle stratégie on a mis en place pour essayer de prendre en compte au moins une partie de ces erreurs et de vérifier si notre modèle il a un problème ou pas à cause de ces erreurs. Un petit peu de méthode pour que vous compreniez tout de même. Dans ces données, en gros, c'est assez simple. Chaque pays déclarant, donc un reporter, c'est ça qu'il y a le R, va déclarer tous ses exports et tous ses imports qu'il entretient par année avec un partenaire J, donc le partenaire. Donc, par exemple, je suis la France, je vais déclarer une année tous les exports que j'ai fait à l'Allemagne, tous les imports que j'ai fait depuis l'Allemagne de n'importe quel produit bois. Là, on va regarder les dollars, hein, parce que normalement, les quantités, je vous ai convaincu qu'il ne fallait pas les toucher. On ne va pas les toucher. Donc là, on regarde en valeur monétaire. Et puis l'Allemagne va faire pareil, avec tous ses partenaires commerciaux, la Belgique, tout le monde. Et donc, en fait, dans les bases de données UN comme Trade, potentiellement, vous avez plus de 200 pays qui consignent comme ça tous leurs échanges. On appelle ça les échanges bilatéraux avec leurs partenaires commerciaux. Et donc, normalement, dans ces bases de données-là, j'ai des doublons. C'est-à-dire, si la France, elle a envoyé du bois vers l'Allemagne une année donnée, normalement, l'Allemagne, elle a dit, moi, j'ai reçu du bois de la France une année donnée. Donc, normalement, j'ai des doublons à chaque fois. Donc, pour éviter de faire tourner des modèles dans le vent, on va essayer de réconcilier ces données et on va essayer de construire ce qu'on appelle des flux miroirs. Donc, c'est-à-dire, on va remettre dans un tableau la valeur déclarée par l'exportateur, la valeur déclarée par l'importateur pour un même flux commercial. Et on arrive à peu près à les identifier parce que c'est le bon produit, la bonne année, les flux, les bons partenaires commerciaux. Normalement, on arrive à s'en sortir. Et dans un monde parfait, les données qui sont déclarées sont les mêmes. Mais dans l'enfer des données, c'est jamais les mêmes. Encore pire, bien souvent, une des deux est absente. Alors, alors là, pour le coup, peut-être qu'il y en a dans la salle qui sont en train de se dire « Ah, ça, c'est louche, ça sent l'illégalité, le commerce illégal de bois. » Ben, pas forcément. En fait, les raisons derrière ça, elles sont vraiment, vraiment très nombreuses. Bien souvent, c'est des problèmes de consignation statistique. Les règles statistiques par pays changent. Donc, on ne parle pas le même langage et donc on ne consigne pas de la même manière les données. Ça peut être je suis en guerre et donc j'ai autre chose à faire que déclarer mon commerce. Les raisons sont extrêmement plurielles et donc c'est ça qui ralentit un petit peu. Dans nous, notre travail, c'est assez difficile de différencier toutes ces sources d'erreurs différentes. Mais on va essayer déjà de les quantifier. J'ai oublié que ça ne marchait pas. Alors, est-ce qu'on arrive à voir à peu près? Ouais, super. Alors là, en gros, je vous montre. Donc là, vous avez les années, hein, on est de 93 jusqu'à 2000, alors je crois qu'on est en 2023, donc c'est vraiment toutes les données disponibles hein, sur Comtrade. Vous avez trois produits bois, je vais y arriver. Le bleu, c'est le roundwood, donc c'est le bois rond. Le vert, c'est le bois scié et le orange, c'est le plaquage. Donc en gros, avec ces trois produits-là,
Non, mais il marche. Enfin, c'est le problème d'adaptateur, t'inquiète pas. En gros, avec ces trois produits-là, on a, j'ai plus le pourcentage, mais c'est presque trois quarts des produits bois échangés dans le monde. En fait, c'est vraiment ces produits-là les plus échangés. Et là, vous avez en ordonnée le pourcentage de flux qui est incomplètement déclaré, c'est-à-dire que pour un flux commercial, il y en a un des deux, soit l'exportateur, soit l'importateur, qui n'a pas fait la déclaration, alors que son copain, il l'a fait. Donc là, c'est en pourcentage. Donc, vous voyez, par exemple, que pour Laurent Wood, ici, on est entre 55 et 60% des flux qui sont incomplètement déclarés. Donc, il y en a un des deux qui n'a pas fait le job ou qui a mal fait le job. Ça, c'est un petit peu inquiétant. Je vais y revenir après pourquoi. Pour le bois scié et le plaquage, finalement, c'est un peu moins grave. On est quand même à 45%. C'est quand même dingue de dire que c'est moins grave. Mais donc voilà, là, c'est quand même assez fort. On se rend compte qu'il y a une chute quand même un peu de ce pourcentage au cours du temps. Et donc là, en fait, nous, on interprète ça comme les règles statistiques, l'organisation du commerce international et de comment on consigne ça est en train de se mettre en place aux Nations Unies. Donc il faut quand même que les pays aient le temps de s'habituer à mettre en place ces règles pour arriver à un état stable, d'où cette chute. Et puis là, l'augmentation vers la fin, c'est pas dû à des guerres ou quoi que ce soit, c'est que juste les pays sont en retard. Donc en fait, ils ont pas déclaré leur commerce le plus récent. D'accord? Pourquoi ça peut être grave, ça? Parce que quand vous essayez de calibrer un modèle, en fait, il y a plein d'économistes dans des papiers, on se dit, finalement, les exports, les imports, c'est la même chose, en fait. Parce que quand j'ai quelqu'un qui exporte et qui déclare une exportation, quelqu'un d'autre déclare une importation. Donc, je vais calibrer mon modèle que sur les exportations ou que sur les importations, et puis ça reviendra au même. Sauf que si vous faites ça, bah, votre modèle, il ne donne pas la même chose. C'est-à-dire que la calibration est vraiment très différente, les variables qui ressortent sont très différentes, les projections aussi. Et donc ça peut vraiment poser un problème, c'est-à-dire que vous n'avez vraiment pas le miroir des exports avec les imports qui matchent. Alors maintenant, on est en droit de se dire, est-ce que c'est plutôt qu'on ne déclare pas les exports ou est-ce que c'est plutôt qu'on ne déclare pas les imports? Là, en gros, vous avez la même figure, mais cette fois, on regarde les importations et on voit que quand même le taux de non-déclaration, il a bien chuté, quoi. Parce qu'en fait, là, maintenant, on est, ouais, j'exagère, mais on est en dessous des 25%, entre 15 et 25%, ce qui est quand même costaud, hein. Un quart des données qui ne sont pas déclarées, c'est quand même un peu costaud. Mais c'est vraiment le problème des exports qui se pose là. En gros, généralement, la non-déclaration chez les exports, c'est 10 à 15% supérieur par rapport aux imports. Et il y a une raison très simple là-dessus, c'est que quand vous mettez des taxes douanières sur le commerce, elles sont calculées sur les importations. Donc, si vous voulez justifier en fait le prélèvement d'argent sur les importations, bah, il vaut mieux bien les déclarer, en fait. Alors que les exports, finalement, bon, c'est pas toujours intéressant. Donc là, bon, globalement, c'est un peu inquiétant. Et puis, on peut essayer de regarder qui est bon ou mauvais élève. Donc là, ici, sur cette carte, plus le bleu il est foncé, plus le pays il n'a pas déclaré ses importations, alors que ses copains qui ont reçu le bois, enfin qui ont expédié le bois, eux, ils ont déclaré quelque chose. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, si vous prenez la Chine est très bonne élève. Toutes les importations depuis les pays extérieurs qui commercent avec la Chine, ben, généralement, la Chine, elle est consigne. Elle est consigne même très bien. L'Europe est pas mal non plus. Après, il y a des pays, bon voilà, vous voyez bien qu'il y a une tache un peu foncée par là, le Moyen-Orient aussi, le Groenland. Bon, là c'est en 2020, d'accord, mais le Groenland c'est toujours un peu marrant parce que bon, il produit pas de bois, il en échange très peu, donc il s'en fout un petit peu du bois, quoi. Et puis il y a quelques pays d'Amérique latine qui posent problème. Bon, je vais pas m'étendre sur la carte parce que là on peut en parler des heures. Ah, on va quand même parler de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, hein, c'est quand même assez important. Et ce qui est marrant, c'est que ben, si vous êtes un bon élève sur l'importation, vous n'êtes pas forcément un bon élève sur l'exportation. Donc là, normalement, si je fais avant-après, vous voyez qu'il y a une tâche qui vient d'apparaître à l'est de la carte, qui est assez grosse. Je reviens encore sur la Chine. Bon, là, je vais pas mal parler de Chine hein, ici, parce que sur le commerce, c'est quand même un sacré acteur des échanges de bois. Et là, on se rend compte que la Chine, elle a tendance à pas du tout déclarer ses exportations. En fait, si on regarde une série temporelle de ce chiffre-là, à partir je crois, des années 90, au milieu des années 90, c'est plus de 80% de non déclarés, et puis basta. Déclarer les exportations, ça n'intéresse pas trop la Chine. D'accord? Euh, on a quand même des pays qui sont dans le rouge ou dans le bleu foncé. Dans les deux cas, et c'est pas mal quand même de pays africains. Et puis il y a des bons élèves encore, voilà, Cocorico, nous, on arrive à peu près bien reporter nos flux en France, États-Unis, c'est pareil, bon, voilà, ainsi de suite. Papouasie-Nouvelle-Guinée, elle est encore rouge, rouge foncé. Et là, pareil, l'Indonésie est quand même un pays qui est assez connu pour ses rythmes de déforestation. Là, elle apparaît aussi un peu en rouge. Donc, bon, je ne vais pas m'étaler davantage. Ce qu'on arrive à faire aussi sur ce sujet-là, c'est d'exploiter ces données pour essayer de deviner le commerce qui n'aurait été pas déclaré par deux pays. C'est-à-dire que j'arrive à reproduire cette carte-là pour le commerce qui n'est pas déclaré du tout.
Et on a aussi essayé de comparer cette carte avec une autre étude sur du commerce illégal qui se fait pour le bois, qui est faite par un organisme, mais qui est faite sur le terrain, parce que ça, c'est assez compliqué de choper la donnée. Et on trouve des matchs ça marche bien, quoi. En République démocratique du Congo, il y a de l'illégalité qu'avec notre méthode ou avec leur étude de terrain. Et ça, donc c'est la première source d'erreur, c'est la non-déclaration. Elle est déjà assez inquiétante et elle va impacter la modélisation parce que vous êtes obligé de choisir un côté quand même, à un moment. Les NA, c'est les non-attributed value. À gérer dans un tableur, c'est un peu compliqué. Par contre, ce qui est plus facile à gérer, c'est les écarts de déclaration. Alors là, bon, je vous montre une seule carte parce que bon, je ne vais pas vous assommer de cartes non plus. Et en plus, ça sort pas bien. En fait, là, c'est une sorte de bleu. En fait, ici, là, c'est une sorte de rouge. Et là, on regarde, dans le cas où il y a deux déclarations pour un même flux, les écarts qu'il y a entre ces déclarations. Et en fait, on se rend compte que là, en gros, c'est quand on n'est pas loin de zéro, quoi. Ben, il y a des petites taches grises par-ci, par-là, ou pas de données, parce que justement, il n'y a pas de flux complémentaires. Mais on se rend compte que le nombre de pays où c'est proche de zéro, il n'y en a pas beaucoup. Souvent, il y a soit l'importateur, soit l'exportateur qui va surdéclarer ou déclarer une valeur un peu supérieure à son partenaire. Alors là, il y a plusieurs raisons. Encore une fois, les règles statistiques, mais aussi parce que et là, vous vous rendez compte à quel point c'est difficile d'exploiter ces données. Les exports dans ces bases de données, elles sont déclarées FOB, ça veut dire Free on Board, sans compter les taxes, les coûts de fret, l'assurance, etc. Et les imports, ils sont comptabilisés CIF, Cost, Insurance and Freight, donc ils comportent une petite partie supplémentaire de valeur commerciale, ce qui fait que pour les comparer, ben, c'est un peu difficile. Alors, il y a plein de travaux qui ont essayé de produire des bases de données réconciliées qui cherchaient à identifier cette petite partie supplémentaire de coûts, en fait, dans les imports et de les dégager. Et ils ont essayé de faire quelque chose. Le problème, c'est que on perd énormément de données, il y a beaucoup d'outliers, c'est des méthodes statistiques qui sont pas toujours, qui marchent pas dans tous les cas non plus, pas avec tous les produits. Et en fait, on perd dans ces bases de données, là pour le bois, 60% du bois rond, parce qu'il y a 60% du bois rond qui est incomplètement déclaré. Et donc en fait, à partir du moment où il me manque une déclaration, je ne peux pas faire cette correction statistique. Et donc là, alors nous, notre rêve, c'était d'essayer de régler les deux problèmes dans un modèle. On n'a pas réussi. C'est-à-dire la question de la donnée manquante, on est encore en train de pencher dessus sur comment on peut prendre ça en compte dans un modèle. Par contre, cet écart-là, on a réussi un peu à se dépatouiller en proposant la stratégie suivante dans un modèle. Alors, le modèle qu'on utilise, c'est un modèle de gravité. Alors, ça va peut-être en faire sourire quelques-uns, mais qu'est-ce que fait Newton en économie? Alors, il faut savoir que l'économie, c'est une science qui a intégré les modèles dans les années 30 en inspiration directe de la physique. Et ça, c'est Tinbergen, Tinbergen, qui a eu un prix Nobel d'ailleurs pour ça, qui a vraiment introduit énormément de modèles de la physique vers l'économie. Et le modèle de gravité, ça en fait partie. Alors, c'est plutôt années 60 et en 62 qu'il ramène ça. C'est un modèle purement empirique, basé sur la loi de gravité de Newton. Sauf que là, au lieu que ce soit les masses des planètes, c'est les masses monétaires, donc les PIB, ça va être un poids en fait, n'importe quel poids qu'on considère. Nous, on en considère plusieurs d'ailleurs là-dedans. Et la distance. Au carré ou pas, on va voir un peu. Mais la distance a toujours un effet négatif sur le commerce. Si vous êtes loin de votre partenaire commercial, vous allez moins échanger. Et ça, en économie, c'est redoutable. Ce modèle-là, il marche du feu de Dieu. Et ça a gêné les économistes pendant longtemps. Parce qu'on n'arrivait pas à connecter ce modèle à de la théorie économique classique. Et il y a vraiment eu bien 50 années de recherche pour essayer de connecter ce modèle purement empirique qui sort de la physique à des modèles classiques en économie. On a réussi, donc quand même c'est une bonne nouvelle. Mais voilà, ça a été vraiment un sujet, quoi. Bref, c'est un modèle tout à fait classique en commerce. Et donc là, en gros, on va essayer d'expliquer les exports. On a plusieurs variables explicatives. Donc vous avez les poids économiques qui vont dépendre de chacun des partenaires commerciaux et qui vont dépendre du temps. Vous avez des variables qui vont dépendre de la paire, s'ils ont des accords bilatéraux entre eux. Je ne sais pas, moi encore, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Ils ont eu des conflits passés, ce que vous voulez en fait, où on est capable de mettre des effets de paire. Et puis, on identifie toujours la distance comme étant quand même un frein assez fort au commerce. Et comme dans beaucoup de modèles, on va dire statistiques, empiriques, on va considérer un terme d'erreur. Et tout l'objet de notre stratégie, c'est de dire, cette erreur, je vais être capable d'en identifier un morceau. Ce morceau, c'est le petit v, on va l'appeler l'erreur de mesure. Et ce petit v, on va dire, en fait, finalement, quand j'ai deux déclarations de valeur qui ont un écart, cet écart-là, ça va être ça mon erreur de mesure. Je sais que la valeur vraie, elle est peut-être entre les deux, en fait. Elle est quelque part là-dedans, mais je ne sais pas où elle est. Et donc, on va juste considérer que V, c'est ce ratio-là, export sur import. On va essayer de décrire ça avec une fonction de contrôle, mais on s'en fout. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça, c'est des détails techniques qui ne sont pas hyper intéressants. Ce qui nous permet de calibrer un modèle qui arrive à spécifier en fait cette erreur de mesure juste ici. Et on va essayer de comparer les sorties de ce modèle-là où
on corrige en fait de l'erreur de mesure, et ce modèle-là, on n'a pas corrigé. Ce qu'on se rend compte, c'est que cette erreur, elle est quand même, il faut la prendre en compte, hein. On a les 3 petites étoiles à la sortie du tableau, donc c'est quand même un paramètre important du modèle. Et surtout, on se rend compte qu'avec toute une batterie de tests, c'est pas hyper pertinent d'en parler ici, mais on se rend compte que sans correction, en fait, notre modèle de gravité, il va être biaisé, il va avoir un biais d'endogénéité. Et donc ça nous interpelle un petit peu. C'est-à-dire que finalement, les méthodes un peu traditionnelles en économie, de prendre soit les exports, soit les imports, qui en fait sont censées, hein, c'est-à-dire que logiquement, les bases de données sont censées être bien construites, et ben, si on ne prend pas garde à cette erreur de mesure, ben, on a un modèle qui est biaisé. Bon, si je vous résume un peu l'affaire. Bon, nous, dans notre travail, c'est pour ça que le petit dinosaure, là, not found, c'est parce qu'il y a quand même des sacrées disparités dans les bases de données, des différences entre les pays, mais surtout, ce qui affole, c'est le manque, enfin, le nombre de NA, quoi, le nombre de données manquantes. Ça, c'est quand même assez affolant. Je ne voulais pas présenter, mais on essaie de s'amuser à regarder. Finalement, qu'est-ce qui fait qu'un pays il déclare ou il déclare pas, en fait? Bon, ça, on est encore en train de pencher dessus, mais bon, des variables comme le PIB, le contrôle de la corruption, des trucs comme ça marche plutôt bien, en fait, pour expliquer ce comportement. Et puis, on se rend compte que cette erreur de mesure, elle biaise nos modèles. Donc ça, c'est un peu inquiétant. Ce qui soulève, en fait, deux préoccupations. La première, c'est une préoccupation quant à l'interprétation de nos modèles. Euh, Finalement, est-ce que choisir que le côté export ou import, ça suffit? Ben, a priori, il faudrait prendre les deux côtés et essayer d'avoir une lecture beaucoup plus parcimonieuse ou modeste en fait, hein, de la sortie de nos modèles. Et puis, ben, quelle va être la précision des simulations qui vont être basées sur ces données? Ça, c'est un vrai sujet parce que là, on parle d'économie du bois, mais en fait, en économie de manière générale, elles sont utilisées à fond, ces données, quoi, pour tout et n'importe quoi. Alors, on est d'accord que peut-être que le bois, c'est un produit un peu particulier par rapport aux autres. Peut-être que les gens consignent moins bien le bois qu'ils consignent des voitures, ce qui est possible, hein. Ça, je suis en train de le vérifier, je n'ai pas pu produire les données pour aujourd'hui. Mais peut-être que c'est un problème spécifique à notre secteur. Je pense que pas forcément. Et donc, il va falloir qu'on fasse une pirouette. Et donc, cette pirouette, c'est un peu une méthode qu'on propose avec David, hein, qui est là dans la salle, qui n'est pas un de mes directeurs de thèse, mais qui fait partie de la famille quand même. Et donc là, on reste dans l'enfer des données, dans les histoires de commerce, mais on va essayer de proposer une analyse un peu différente des analyses traditionnelles en économie pour juger de ces données. Et vous allez voir que la pirouette, ben, ça marche pas trop mal. L'idée, c'est quoi? C'est on va réaliser un diagnostic sur ce commerce international du bois. Alors là, on va prendre juste le bois rond industriel. Donc, alors en commerce, disons que les économistes internationaux ou même les bases de données de commerce, elles ne spécifient pas hyper précisément les produits bois, hein. Si vous voulez chercher du bois d'œuvre, de chêne, il faut se lever de bonne heure pour avoir l'info. Mais généralement, on a le bois rond qui est en gros tout ce qu'on a récolté et on le divise en bois énergie et en bois rond industriel. Le bois rond industriel, c'est tout ce qui part à la transformation et l'énergie, c'est ce qui part au feu directement. Là, on va regarder sur la plage de données 97-2017. Alors pourquoi cette plage de données-là? C'est parce que là, au lieu de prendre la base de données UN-Comtrade, on prend la base de données de la FAO. Donc, c'est les mêmes données, mais c'est juste que ils étaient un peu lents à la mise à jour des données. Et là, je suis en train de... Enfin, j'ai pas pu finir ça pour aujourd'hui, mais je suis en train de refaire tous les calculs avec la base de données Comtrade parce qu'ils ont arrêté d'éditer ça. Mais quand même, on arrive à avoir des résultats chouettes. On prend ces bases de données-là, on construit un réseau. Ce réseau-là, je vais vous expliquer comment on fait, hein, c'est pas très compliqué. On va essayer d'évaluer sa taille, sa composition, sa connectivité, sa typologie. Alors, je ne vais pas tout passer en revue parce que sinon, on y est encore jusqu'à 17 heures. On va vraiment regarder taille, composition, connectivité, ce sera pas mal. Et puis, on va essayer de regarder des histoires de concentration de marché. Et alors là, on mobilise des mesures hyper classiques en économie, mais pour voir un peu si notre approche de réseau elle est capable de complémenter un peu ces approches très traditionnelles dont on a vu auparavant qu'il pouvait y avoir quelques failles dues à la qualité des données. Donc, c'est les mêmes styles de données, hein. C'est exactement construit de la même manière, sauf que là, au lieu de faire des flux miroirs tutti quanti, on va juste se dire, allez, s'il y a un flux commercial non nul qui est déclaré par I vers J ou justement dans l'autre sens, on va compter un 1 et sinon on va compter un 0. Donc, en gros, on fait confiance à la déclaration. S'il y en a un qui a déclaré le commerce, c'est que le commerce, il a eu lieu. Et on va construire un petit réseau comme ça. C'est ce qu'on appelle un réseau non pondéré et dirigé. Alors, dirigé, pourquoi? Parce qu'on va garder le sens de l'échange, hein, on ne va pas perdre cette information-là. Par contre, non pondéré, on perd une info parce que là, on compte des 0 et des 1. Donc, on perd l'info de la valeur commerciale. Comme ça, il n'y a pas trop de solution. C'est-à-dire, si vous avez deux déclarations, laquelle vous prenez, vous pouvez prendre la moyenne, mais ça n'a pas trop de sens. Donc là, on va quand même compter des 0 et des 1. Alors, on perd de l'info, mais on va pouvoir quand même avoir un objet mathématique qui va nous permettre
de vraiment juger de la structure du commerce international de bois rond. Ce réseau, on va le regarder sous deux perspectives différentes, en fait, sous la perspective de l'exportateur ou de l'importateur. Alors, vous allez me dire, mais c'est les mêmes réseaux, Valentin, t'as fumé quoi? Non, en fait, c'est pas les mêmes réseaux, c'est pas construit de la même manière. Alors là, désolé pour ceux qui n'aiment pas les maths, mais il y a des matrices. Mais en gros, l'idée est simple, c'est que, bon, là, vous voyez, pour ce même réseau, là, vous avez des lignes, 1, 2, 3, 4, 5, les colonnes 1, 2, 3, 4, 5. Si je prends mon pays 1, je vois qu'il exporte vers 2 ou vers 5, et donc je mets première ligne, deuxième colonne et cinquième colonne, un petit 1, le reste c'est des zéros. Je fais ça pour tout le monde. Et là, je peux faire pareil en disant, bah, finalement, eh ben, je vois qu'en fait, j'ai même mal copié. Ah non, c'est bon. C'est pas les mêmes, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit bug quand même. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de retomber sur mes papates. Là, normalement, il n'y a que des zéros. C'est pas possible que ce soit 0, 1, 1. Donc, super. Le gars, il a super bien présenté sa présentation, préparé sa présentation. Bon, normalement, là, il n'y a que des zéros, en fait, parce que le 1, il importe de nulle part. Et donc là, vous avez normalement que des zéros. Donc, bravo, Valentin. Mais normalement, ce n'est pas les mêmes. Au moins, là, elles sont différentes. C'est un début. Mais bon, c'est des objets mathématiques un petit peu différents. Et on va voir que ça va nous permettre d'identifier des comportements légèrement différents entre exportateurs et importateurs. Alors, là, avant, je vous ai donné un petit exemple avec un réseau à 5 nœuds. 5 nœuds, on arrive à voir encore à peu près ce qui se passe. Des pays qui commercent du bois, il y en a plus d'une centaine. Vous imaginez bien qu'un réseau à 100 nœuds, visuellement, pas la crise d'épilepsie, mais c'est pas loin, quoi. C'est un peu brutal. Et donc, on va développer toute une série de métriques qui vont nous permettre d'évaluer sa structure mathématique un peu complexe qu'est le réseau. Des métriques pour la taille et la composition du réseau, la petite pièce de Lego et combien de pièces de Lego j'ai dans mon réseau. La connectivité globale du réseau. Et puis, à la fin, on va regarder un peu concentration de marché au sein du réseau. Alors, quand on veut juger de la taille du réseau, on peut un peu bêtement récupérer l'info qu'on utilisait tout à l'heure, c'est-à-dire ben, la valeur totale des exports et des imports qui sont mis sur le marché. Et donc ça, c'est la petite aire qui est ici, les montagnes russes. Donc en rouge, en fait, vous avez la ligne du total des valeurs à l'export, et en bleu, le total des valeurs à l'import. Ce sera toujours ça, un bleu import, rouge export. Et donc là, on retrouve notre problème, c'est que ça coïncide jamais. C'est-à-dire, c'est marrant, là, il y a plus d'importation que d'exportation. Mais c'est pas possible. Et donc, c'est vraiment dû à cette qualité de données qu'on avait en amont. D'accord? Et là, ici, vous avez le nombre de nœuds, donc le nombre de pays qui sont engagés dans ce commerce-là. En noir, c'est le nombre total de pays. Et on voit que, bon, là, il y a une légère augmentation quoi, sur cette plage d'année. Mais après, c'est relativement stable au cours du temps. C'est à peu près toujours les mêmes pays qui commercent du bois. Par contre, si on différencie qui parmi eux sont importateurs et qui parmi eux sont exportateurs, on voit quelques différences. On voit que peu importe importateur-exportateur, ça augmente jusqu'en, c'est quoi là, 2003. Après, le nombre d'importateurs, il se maintient. Par contre, le nombre d'exportateurs, il a tendance à diminuer. Et ça, déjà, quand on réfléchit un peu, c'est un peu inquiétant. C'est-à-dire que la demande en importation des pays, après, il y a toujours le même nombre d'importateurs au cours du temps, elle est constante. Par contre, on a de moins en moins de pays qui proposent du bois sur le marché. Et ça peut exacerber certaines tensions commerciales. Et puis, dernier point qu'on peut regarder, c'est c'est le roller coaster, hein, donc c'est pas un long fleuve tranquille, le commerce. À plusieurs moments de l'histoire, il y a des chocs économiques ou autres. Donc, nous, on arrive à identifier des chocs économiques, ça peut être aussi des chocs écologiques, des chocs politiques, qui vont un peu jouer sur la valeur qui est échangée, mais de manière globale sur la structure du réseau. Voilà, pour donner un exemple assez fameux, c'est la crise de 2008. Vous voyez bien qu'il y a un petit problème sur la valeur commerciale échangée, ça chute très fort. Vous avez une petite baisse du nombre de pays qui se met à l'export et à l'import de bois, mais qui est quand même moins brutale que la valeur commerciale. Mais vous voyez que voilà, il y a plusieurs événements qui adviennent, mais toujours sur le court terme. C'est-à-dire après, assez rapidement, on récupère la tendance précédente et puis on continue, quoi. Donc une certaine résilience de notre réseau quand même, qu'on va revoir avec les autres résultats. Donc on a regardé un petit peu rapidement taille et composition. Si on regarde connectivité, là, vous avez la moyenne du nombre de connexions par pays. Et on différencie exportateurs et importateurs. Donc, vous prenez les pays, le nombre de partenaires commerciaux qu'ils ont, vous faites des moyennes. C'est un peu bête et méchant. Ça ne suffit pas, on verra la slide après. Mais déjà, on voit que voilà, les exportateurs, ils sont plus connectés que les importateurs. Et c'est à peu près normal parce qu'il y en a moins que des importateurs. Donc, il faut qu'ils arrivent à subvenir aux besoins de plus de monde. Ils sont plus connectés. On remarque qu'il y a quand même une tendance à l'augmentation, donc mondialisation, tout ça, pas de problème. Et puis, on remarque encore quand même des chocs assez sévères, hein. Si vous regardez 2008, il y en a plein qui sont sortis du commerce international du bois. Et aussi en 2016, vous savez ce que c'est 2016 ou pas? Ça vous dit quelque chose?
J'aime bien poser la question aux étudiants parce qu'ils oublient toujours cette crise financière-là. C'est la crise financière chinoise. Donc là, on n'en a pas trop entendu parler, nous, oui. Ici, ben, sur le commerce, ça c'est quand même assez vu. Il y a une chute assez drastique du nombre de connexions. On verra après pourquoi. Bon, après, voilà, on est beaucoup dans la salle à donner des cours, à donner des notes à nos étudiants. La moyenne, ça suffit pas. Pour juger la qualité de notre classe, il faut souvent regarder la variance. Et puis là, je vais rajouter une autre variable qui est la skewness. Je n'ai pas mis la kurtosis, mais bon, on arrive à. Enfin, c'est cohérent avec ce que je vais vous raconter. Alors là, il ne s'agit pas de regarder des histoires de variation de la variance, etc. On ne va pas regarder ça. On remarque juste que c'est 200 ou plus. Donc, il y a quand même une variabilité qui n'est pas négligeable dans notre connectivité globale. D'accord? Avec encore des chocs, hein, quand même. Voilà, 2008, la crise chinoise, on y est. Et puis, des fois, au début, enfin, il y a plus de diversité auprès des importateurs, mais ça a tendance à se rejoindre avec les exportateurs après coup. Bon, allez, pourquoi pas. Donc, ça veut dire quand même que dans notre pool de pays, il y a à la fois des pays qui sont très peu connectés, qui ont très peu de partenaires commerciaux, et puis des pays super connectés, quoi. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est la taille de ces groupes-là, quoi. Est-ce que, y en a un qui est plus important que l'autre ou pas? Et ça, c'est la skewness qui nous dit ça. Skewness, en gros, elle vous donne la forme de votre distribution. Je vais prendre un feutre. Je dis n'importe quoi, mais si vous avez une distribution gaussienne très jolie comme ça, normalement, on est à peu près autour de zéro, quoi. Et si jamais vous avez quelque chose qui est très centré ici avec de la rareté là, on est sur une skewness positive, et puis là, c'est l'inverse. Et donc ici, la skewness, elle est positive. On est dans ce cas-là, ce qui veut dire que la majorité des pays sont des pays faiblement connectés. Et ce qui est plus rare maintenant, c'est les pays qui sont fortement connectés. Donc là, en économie, on commence un peu à s'inquiéter en fait. On a vu qu'il y avait peut-être des problèmes de tension dus au nombre d'exportateurs qui diminue. Et là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de pays qui ne sont pas hyper bien intégrés dans le commerce, donc peut-être potentiellement un peu fragiles, et quelques pays qui sont méga connectés. Et là, ça sent un peu le monopsone. Jérémy, il aime bien quand je parle de monopsone. Je vais y venir après. Mais ça sent un peu le roussi. Et c'est un peu la concentration de marché qui va un peu clouer cette démonstration. Donc là, vous avez, au cours du temps, un indice qu'on appelle le Herfindahl-Hirschman Index. Donc à épeler, c'est une horreur. Ne faites jamais ça. Mais c'est une formule toute bête qui nous permet de juger de la concentration d'un marché. La concentration d'un marché, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet indice, si je suis à 1, je suis en monopole parfait ou en monopsone parfait, c'est-à-dire qu'il y a un acteur qui achète ou qui vend tout sur le marché. D'accord? Donc en fait, plus je suis élevé, plus il y a une concentration forte. Et puis plus je suis bas, plus en fait tout va être super bien réparti, tout le monde est égaux, tout le monde agit de la même manière, a le même poids sur le marché. Et donc là, si je regarde mes exports, par exemple, là, bon, ça, c'est des seuils qui sont préconisés par la Banque fédérale américaine. Si je reste entre ces deux valeurs-ci, je me rends compte que les exports, grosso modo, bah, ce n'est pas très concentré. En fait, les exportateurs, ils ont un poids assez équivalent sur le marché, le commerce international du bois. Par contre, ce qui est plus inquiétant, c'est la courbe bleue, qui là, finalement, tout se passe bien. Il y a aussi une bonne concurrence entre les pays sur l'achat de bois. Par contre, là, il y a un pic qui commence à monter très, très fort. Là, on est dans un marché qui est modérément concentré. Et là, ça commence à être assez inquiétant, en fait. J'ai des collègues qui étudient d'autres commerces de marchandises, en fait, en économie internationale. Quand je leur ai dit oui, j'ai trouvé un HHI, pour pas dire Herfindahl-Hirschman Index, au-delà de 0,25, on m'a dit, ah oui, quand même, c'est hyper concentré ton affaire. Et alors pourquoi ça monte comme ça? C'est parce qu'il y a un pays qui est en train de rafler tout le bois à l'échelle mondiale, c'est la Chine. Si vous enlevez la Chine du réseau commercial, on perd plus de 50% de ce qui circule actuellement en bois rond industriel. Ce qui est super fort, ce genre de concentration. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, en fait, hein, parce que s'ils ont des besoins en bois, et en l'occurrence, si on regarde les statistiques chinoises, le gros de ce qui est importé est consommé sur place. Le réexport, c'est pas trop leur affaire. Ils en ont besoin pour s'urbaniser, pour consommer, pour faire de l'énergie, pour tout ce que vous voulez. Mais comme c'est un pays très dynamique, la plupart restent sur place. Et donc, quelque part, qu'on se souvienne à cette demande-là, ça peut paraître cohérent dans un cadre de coopération internationale, mais c'est plus préoccupant pour les petits pays, en fait. C'est-à-dire les pays qui sont faiblement intégrés, qui veulent s'approvisionner en bois sur le marché international, s'ils ont la Chine en face, ils perdront à tous les coups. Parce que le pouvoir de marché de la Chine est totalement démesuré. Donc, c'est un peu ça qu'on arrive à sortir, entre autres, de cette analyse de réseau. Voilà. Il n'y a pas de questions là, à ce stade-là. On va quitter le commerce. Donc, s'il y en a qui veulent parler commerce encore un peu, non, ça va aller? Ouais, dis-moi.
Ah, le micro. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question sur l'aspect import-export qui est déclaré. Et donc, tu mettais en évidence effectivement une différence entre les deux. Et avec les importations qui étaient beaucoup plus souvent déclarées que les exportations. Donc, en moyenne, par pays, un taux d'export, un taux d'import plus fort qu'un taux d'export. Mhm. Et quand tu essayes de réconcilier les deux, comme je l'ai compris, tu disais que c'était en gros la vérité, enfin, la réalité pouvait potentiellement être entre les deux. Potentiellement. En fait, on n'en sait rien, ouais, mais oui. Parce qu'effectivement, en regard de ce que tu dis, moi, enfin, j'aurais plutôt fait une hypothèse que la réalité était potentiellement au-dessus des deux, en disant qu'il y Ah. avait des loupés sur les exportations et des loupés sur les importations. Mm. Et donc, en gros, qu'effectivement, c'était encore au-delà de tout ça. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'ils déclareraient plus que ce qu'ils n'importent réellement. Est-ce qu'il y a Non, un non, intérêt à non. faire ça? En fait, c'est parce que quand tu déclares ta valeur commerciale à l'import, tu inclus des coûts supplémentaires par rapport à l'export. C'est ce que j'expliquais avec Oui, oui, c'est vrai. les Ok, costs ouais. insurance and freight. Mais en fait, des fois, tu as des cas où c'est l'inverse, où c'est l'export qui est plus élevé que l'import. Donc là, sans doute, il y a des manqués de déclaration sur l'import ou des exports qui ont été déclarés. Il peut y avoir aussi des décalages d'années. Enfin, je dis n'importe quoi, mais on exporte en décembre quelque chose qui arrive l'année d'après dans le pays. Enfin, tu peux avoir des décalages de déclaration comme ça, en fait. J'ai reçu telle date le produit, ben, ça n'a pas été consigné dans la même année. Enfin, les sources d'erreurs sont vraiment très nombreuses. Et donc, on peut faire une hypothèse que c'est entre les deux si tu veux, mais moi, j'en ai aucune certitude. Si ça se trouve, on a loupé 20% de ce qui circulait. Ok. Et j'ai une toute petite question sur ça. Est-ce que cette concentration-là du marché amène au fait, que je ne suis pas du tout donc économiste, hein, Ouais. amène au fait que la Chine, en gros, est capable de dicter ses prix, quoi? Si c'est eux le principal acheteur. Alors là, on se rapproche. Alors voilà, merci, ça me permet d'expliciter ce que c'est un monopsone pour ceux qui se posaient la question. Généralement, en économie, il y a des situations de concurrence qu'on dit imparfaites qui ne sont pas souhaitables. Parce qu'en effet, tu peux fixer les prix. Donc, la plus courante, c'est celle qu'on connaît tous, c'est le monopole, parce qu'on a tous joué au Monopoly. Mais il y a son jumeau maléfique qui est le monopsone, où tu as un seul acheteur d'un bien. Et en effet, là, il peut fixer ses prix. Je ne sais pas à quel point. Je sais pas à quel point ça va jouer. En fait, le problème, c'est que l'information sur les prix, on l'a pas. Pour trouver l'information sur les prix à l'échelle internationale, je pense que c'est pas possible actuellement sur les produits bois. Et donc, je pourrais pas te le dire. Mais en fait, il y a tout un tas de situations où la Chine va plutôt pas baisser les prix, mais mettre très haut les prix parce qu'il y a énormément de concurrence sur la ressource. Actuellement, on est plutôt en manque de bois par rapport à la demande mondiale. Ce qui fait que généralement, enfin, après, il faut discuter avec des experts forestiers, les gens de l'ONF, mais si tu veux, les Chinois qui achètent le bois en France, ils mettent des prix tellement élevés que les scieurs ne peuvent pas suivre, et donc ils ramassent comme ça parce qu'ils sont prêts à mettre énormément d'argent, tellement le besoin est fort en Mais Chine. ils dictent quand même les prix. Mais Bah, à la hausse, enfin, peut-être tant mieux. c'est-à-dire après, si tu fais la moyenne des prix, en effet, ton prix il va monter, mais alors, c'est d'une vente à l'autre, ça va changer. Et je sais pas à quel... En effet, ils vont gagner, si tu veux, la bataille, la vente aux enchères, ils vont la gagner, en fait, si c'est ça que tu demandes dû aux besoins. Après, est-ce qu'ils dictent vraiment les prix? C'est pas eux qui vont faire que le cours va baisser. Alors peut-être qu'il va monter, à la limite. C'est dicter le prix, ça me gêne un petit peu. Ça, c'est pas comme EDF qui dit le tarif de l'électricité, ce sera ça. Et puis voilà quoi. Non, mais ce que tu viens de nous dire, c'est qu'effectivement, ils ont un tel besoin ils ont une telle capacité d'achat qu'ils sont capables de dire, moi, je le veux, enfin, je le veux tellement que je vais l'acheter cher. Ouais, Effectivement, comme tu dis, en gros, s'ils gagnent la vente aux enchères, ils dictent le prix. ouais, ok. Bon, si c'est ça, dicter le prix, oui. Ça doit être ça. Ok. Ouais. Merci. Ouais, bah. D'autres questions? Non? Bon, petit résumé. Donc, il y a quand même des dynamiques de long terme sur le réseau commercial, des dynamiques de court terme avec plusieurs chocs, une connectivité illégale entre pays, pouvoir de marché croissant de la Chine. Donc, c'est un peu les grandes lignes des résultats, même si c'est bien plus riche que ça. Euh, il y a d'autres situations en fait à l'échelle internationale qui sont un peu préoccupantes. La Russie notamment a des chiffres un peu préoccupants. Voilà, c'est pas que la Chine qui pose des questions en fait sur ce marché-là, mais ça reste un joueur tout à fait incontournable du commerce international de bois. Et donc aussi ce qu'on arrive à mettre en place avec enfin, un peu soulever comme question dans ce travail, c'est la question des effets en cascade. Alors ça, je voulais pas trop montrer, mais on se rend compte aussi que des fois des crises qui peuvent être très régionales et très locales peuvent avoir des répercussions internationales très rapidement. Un exemple tout bête, une crise de scolite qui arrive en Europe.
les Américains ont remarqué que le prix de leurs résineux ont chuté d'un coup, sans savoir qu'il y avait une crise de scolyte en Europe, en fait, parce qu'ils ne se sont pas renseignés, etc. Et en fait, on peut avoir des effets cascades dû à cette connectivité exagérée, en fait, hein, du commerce. On a une grosse connectivité. Et on peut avoir aussi des tensions commerciales qui vont être exacerbées. Donc ça, c'est un peu ce que j'expliquais. Quand on est avec une ressource qui n'arrive pas à satisfaire la demande mondiale, bah là, les pays vont plus se battre, en fait, pour acquérir la ressource. Et ça pose des questions, en fait, de durabilité de l'approvisionnement, ou également de pénurie dans certaines régions qui en ont besoin pour le développement, ou juste nous, par exemple, si on veut réaliser nos stratégies de développement durable et qu'on n'a plus notre bois, enfin, en tout cas, plus la souveraineté, en fait, sur notre matière première, ça pose des vraies questions, en fait. Bon, on revient, on quitte le commerce et l'enfer des données pour un temps. Et on va regarder, on va revenir un peu sur notre question urbaine. Alors, toutes ces analyses-là que je vous ai présentées avant, c'est intéressant, mais il y a quand même une limite assez forte qui est qu'on considère le monde comme un puzzle de pays. Et ça, c'est une vision du monde qui est hyper utile pour répondre à plein de questions, mais qui parfois permet pas de répondre à plein d'autres, en fait, si je puis dire. Et il y a quand même un enjeu assez fort ici de... Enfin, il y a une question méthodologique très forte, c'est comment on peut faire autrement, en fait, sachant que toutes les données sont consignées à l'échelle nationale, ce genre de choses. Comment on peut essayer de descendre un peu? Et donc là, on va revenir sur les questions de facteurs. Donc cette fois, on va essayer de considérer ce facteur urbain dans un modèle d'économie mondiale du bois et de voir si c'est pertinent ou pas, quoi. Peut-être qu'on s'est gouré, en fait, et que ça vaut pas le coup. C'est à nouveau un chapitre écrit avec Jean-Marc, toujours en Indonésie, il n'est toujours pas là, mais voilà, toujours bien travaillé avec lui. Notre objectif, donc tester si le facteur urbain il est déterminant. Et pour ça, on va adapter un modèle dit de Van Tunen. Alors, c'est un vieux modèle, hein. Van Tunen, c'est 1826, c'est un très grand cru. C'est un modèle super simple. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais vite fait faire un peu de théorie, mais rien de très compliqué pour vous montrer comment on adapte ça. Mais on va l'adapter pour essayer de regarder quelle va être l'accessibilité des zones urbaines aux ressources forestières. Donc, quelle influence une zone urbaine peut avoir sur une forêt lointaine, d'accord? Et aussi, bah, si jamais les zones d'influence se chevauchent, comment on met ces zones d'influence en concurrence sur la ressource forestière et surtout comment on fait pour départager qui gagne et qui perd. Donc, par souci de temps, je vais surtout regarder ce premier point-là qui sera suffisant pour vous parler d'un peu tous les résultats. Si on veut parler de concurrence après, on pourra regarder un petit peu. Alors, Van Tunen, ce monsieur qui était propriétaire terrien et qui se posait beaucoup de questions pour un propriétaire terrien, il a développé en fait une théorie un peu de la rente qu'on regarde avec cette petite formule toute simple. La rente, finalement, ça va dépendre d'une quantité. Ici, on va prendre la quantité de bois. Alors, on est à un équilibre de marché. Donc, en fait, soit c'est la quantité qui est mise, qui est produite, en fait, soit c'est la quantité qui est demandée sur le marché. Vous avez le prix unitaire du bois ici. Alors ça va être quelque chose d'exogène dans notre modèle. C'est-à-dire, on va tester plein de seuils de prix et voir comment le modèle réagit. Et puis, vous avez le coût de transport qui va dépendre de la distance et du coût de fret. Ce qui se passe chez Van Tunen, c'est qu'on se rend compte que selon le prix du bois que vous considérez, donc là j'ai des prix qui montent, ben, à partir du moment où je vais taper en fait le coût de transport, que je dépasse cette limite-là, c'est plus rentable en fait d'aller chercher mon bois. Si j'ai une forêt ici, à ce prix-là du bois, hop, ben, finalement j'arrive pas à l'atteindre parce que mes coûts de transport, ben, ils couvrent le prix, donc ça vaut vraiment pas le coup d'aller chercher ce bois-là. Par contre, si je monte un petit peu, hop, je peux aller grignoter cette petite partie-là de la forêt, ça c'est accessible. Après, quand c'est trop loin, ça commence à être compliqué, il faut augmenter le prix, ainsi de suite. Et donc, vous avez toute une série de distances comme ça qui vont dessiner des sortes d'anneaux. Alors, Antoine, il est connu pour ses anneaux concentriques autour des villes. L'idée, c'est que la ville, selon le prix d'achat du bois qu'elle a, et donc la rente qui en découle, elle va être capable de pénétrer davantage dans la forêt pour aller chercher du bois, jusqu'à une certaine limite où ici, en gris, bah, c'est impossible d'aller chercher le bois, ça coûte beaucoup trop cher, le coût de transport est trop prépondérant. D'accord? Donc là, je vais faire une ellipse narrative de plusieurs mois de travail pour comment on adapte empiriquement ça, mais c'est des modèles spatiaux un peu lourds en calcul, où on va essayer de modéliser le monde. Alors ce monde-là, il va avoir des routes principales où ça coûte pas très cher d'aller dessus. Il va avoir en dehors de la route, où là, c'est des petits chemins un peu pourris, ça va commencer à être un peu plus cher de rouler dessus, ça va prendre plus de temps. Après, il y a la forêt, encore pire. Rouler en forêt, c'est encore pire que rouler en dehors des routes principales, donc c'est encore plus cher. Si j'ai envie d'aller sur la mer, il va falloir que je paye un petit peu mon droit d'entrée sur la mer, etc. On essaie de modéliser tout ça, ça nous permet d'avoir une carte en fait au pixel du coût de transport. Et puis après, on va essayer d'identifier les villes. Voilà, je prends toutes mes villes françaises, jusqu'où je suis capable d'aller à tel prix pour aller chercher du bois. Je prends mes villes américaines, mes villes chinoises, et je mets comme ça, en comparaison, les zones d'influence de différents groupes de villes.
Et donc là, je vais vous présenter deux jeux de cartes pour illustrer un peu les résultats. Donc ici, vous avez l'accessibilité du marché, ou des villes en fait, aux ressources forestières d'Amérique du Sud. Alors, vous avez plusieurs demandes qui sont considérées ici. Là, on a la demande chinoise, la demande européenne, la demande d'Afrique subsaharienne, parce qu'on a toute une étude un peu sur la forêt du Congo, demande nord-américaine, d'Amérique latine, et la demande mondiale. Donc mondiale, c'est on prend toutes les villes du monde jusqu'où on est capable d'aller à peu près. D'accord? Et vous avez plusieurs couleurs qui vont correspondre aux différents prix que je vais être capable, enfin, selon le prix, jusqu'où je suis capable d'aller chercher mon bois dans cette forêt sud-américaine. Le rouge, c'est à 100 $ la tonne. Et en fait, c'est le plus petit prix, c'est-à-dire que c'est vraiment la porte d'entrée de la forêt. Et c'est là où l'accessibilité est la plus forte. Là, vous avez 200 $ la tonne, un peu plus en jaune 300 et en très clair 400. D'accord? Comment on lit une carte comme ça? Donc, si je prends par exemple allez, la demande européenne, là ici, toute la bordure rouge que vous voyez, c'est tout ce qui est accessible de la forêt sud-américaine aux Européens à 100 $ la tonne. Si je veux pénétrer un peu plus loin dans la forêt amazonienne, il faut que je monte à 200 sur le orange, 300 sur le jaune, et là, le jaune clair, je monte à 400 $ la tonne, et le gris, c'est au-delà de 400 $ la tonne, donc là, dans cet exemple-là, ce n'est pas accessible. Du bois tropical à 400 $ la tonne, on en trouve, mais là, généralement, ça correspond un petit peu avec ce cœur de l'Amazonie qui est un peu inaccessible parce qu'il n'y a pas de route, quoi. Donc ça, c'est un premier point. Vous remarquez qu'il y a quand même deux groupes de cartes qui se ressemblent. Celle-là, celle-là, celle-là et celle-là, elles se ressemblent quand même pas mal. Les motifs d'accessibilité aux forêts sont assez similaires. Et on remarque, en fait, c'est les demandes qui sont non domestiques, c'est les demandes étrangères pour la forêt. Donc là, on se rend compte que dans un cadre type forêt amazonienne, mais en fait, on retrouve ça dans d'autres forêts sous les tropiques, l'infrastructure est tellement mauvaise que les demandes étrangères ont du mal en fait, à pénétrer le massif. Il va falloir mettre un prix quand même assez costaud pour aller chercher du bois au cœur du massif. Alors que pour la demande domestique, en fait, bah, ça rejoint entre guillemets l'optimal mondial. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a une superposition de couleurs qui est assez forte. Ça veut dire que c'est les villes, les petites villes, les villes moyennes du cœur en fait, de ce massif, qui ont un accès privilégié à la ressource. Et ça, c'est normal parce que quand vous considérez. En fait, là, ce qui se passe, c'est que le coût de transport, il est hyper prépondérant en fait, dans l'allocation de la ressource. Et donc, quand on est directement auprès de la ressource, bah, c'est plus facile d'aller chercher le bois. Voilà un peu ce que ça montre. Il y a juste une aberration un peu bizarre dans le modèle qu'il faut qu'on corrige, c'est cette tache rouge là qui est liée à la Guyane, euh, à la Guyane française. Mais bon, c'est un détail. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est coût de transport un peu démesuré, difficile d'aller chercher la ressource pour les demandes étrangères, mais plus facile pour les demandes domestiques. Par contre, si on change de contexte, et là on est en Europe, l'Europe c'est un peu un cas d'étude pour bonne infrastructure et coût de transport assez faible en fait, hein, parce qu'on a des ports un peu partout, des routes un peu partout. Bah là, peu importe qui on considère, il y a quelques petites tâches là, ok, au nord, mais bon, on n'y va pas là. Euh, disons que si, peu importe qui on considère, tout est rouge, tout est accessible à 100 $ la tonne. Parce que le coût de transport va plus être le facteur qui est important là pour acquérir la ressource, ça va être d'autres facteurs. Et les autres facteurs qu'on considère, nous, ça va être le poids de la demande. Donc, si c'est une histoire de poids de la demande qui décide de où va la ressource in fine, on se rend compte que bah, ça peut être plutôt sa demande chinoise qui va gagner, parfois la demande nord-américaine, etc., sur la ressource par rapport à la ressource domestique, enfin à la demande domestique, pardon, qui est la demande européenne. Ouais, dis-moi. J'ai juste une question là sur les zones de montagne. Vous avez tenu compte dans votre modèle aussi De la pente. de la pente Ouais. et de la. Parce que ça évidemment, à cette échelle-là, ça se voit pas. On voit pas Oui, les oui, oui. pixels qui vont être en haute montagne et tout ça. Ouais, on a pris. Alors en fait, ce qu'on fait, c'est enfin, bon, c'est un algorithme de coût cumulé en fait. Donc tu pars de ton point de départ. Dès que tu avances un pixel, tu augmentes ton coût. D'accord? Et ça dépend de si c'est sur une route, en dehors de la route, dans la forêt, sur la mer, etc. Et dans cet algorithme-là, on prend aussi en compte la pente. Et donc là, on a calibré l'algorithme pour se dire, au-delà d'une certaine pente, le camion ne roule plus. Et au-delà d'une certaine pente, ben, le coût est vraiment trop exagéré parce qu'il y a trop de lacets à faire, etc. Mais en fait, l'idée, c'est que pour plein de points de montagne, finalement, à la distance au port le plus proche ou à la route principale la plus proche, elle est jamais démesurée par rapport à d'autres contextes comme un contexte tropical. Et donc là, tout est lissé. Alors je pense que si par contre, on prenait une échelle de prix un peu plus fine, voilà, on a commencé à 100 $ la tonne, mais si tu commences à descendre un petit peu, je pense qu'on verrait quelques nuances qui apparaîtraient sur les Alpes notamment. Mais c'est une bonne question. Et donc en deux jeux de cartes, qui est un peu court, parce qu'il y en a plein d'autres.
on arrive un peu à ces résultats-là. En fait, on se rend compte qu'il y a un accès domestique à la ressource forestière tropicale qui va être privilégié. C'est-à-dire qu'en fait, dans le cas de la forêt du Congo et de la forêt amazonienne, c'est les villes qui sont directement implantées au sein du massif qui ont un accès privilégié à la ressource et qui ont un avantage comparatif de localisation par rapport à la demande étrangère. Et là, ça soulève des préoccupations, je vais en parler après, mais ça soulève quelques préoccupations majeures, notamment pour le Congo. L'accessibilité à certaines ressources est fortement limitée. Alors ça, je ne vous l'ai pas montré, mais si vous prenez la carte de la taïga, en fait, le gros de la taïga, on ne peut pas y aller, quoi. Parce que la taïga russe, je veux dire. Parce qu'il n'y a pas de route, c'est inaccessible, il y a des fleuves qui coupent de partout sans pont. Donc ça, c'est un vrai problème. Vous avez, dans le cas des ressources forestières occidentales, un accès en fait, aux villes du monde entier. Alors ça marche pour l'Europe, mais ça marche aussi notamment pour les États-Unis. En fait, toutes les demandes étrangères peuvent aller chercher du bois américain sans trop de problèmes. Euh, si on regarde seulement le coût de transport. Et puis, en fait, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas montré, mais que je vous ai mentionné. Lorsque le coût de transport est plus déterminant, ce qui va devenir déterminant, c'est le poids de la demande. Et là, ça va jouer énormément dans la concurrence contre différentes zones de demande sur une même ressource forestière. Avec plusieurs implications. La première implication qu'on a, en fait, là, je vous ai montré 2 jeux de cartes, mais dans l'ensemble de ce qu'on a vu, la prise en compte, en fait, du coût de transport et du poids de la demande urbaine, ce sont des facteurs qui réagissent plutôt bien, en fait, à cette modélisation et qui nous donnent des résultats assez proches des réalités de terrain, en tout cas pour la partie tropicale et tempérée, on va dire. On se rend compte que la faible qualité de l'infrastructure, ça va avoir un poids tout à fait prépondérant dans le coût de transport en zone tropicale, et qu'une bonne infrastructure, justement, là, il y a un facteur qui va prendre la relève, c'est le poids de la demande urbaine. Et là, ça soulève des vraies questions, déjà de souveraineté, en fait, sur la ressource qu'ont des régions avec une très bonne infrastructure comme l'Europe. Et aussi sur, finalement, si je suis en train de vous dire que c'est les petites villes et les villes moyennes directement implantées dans le massif qui vont avoir un impact fort sur la ressource, il y a des préoccupations énormes sur la forêt du Congo, où ces villes-là, qui sont directement au cœur du massif, grandissent à une échelle grand V, enfin une vitesse grand V, pardon. Et où, d'après plein d'autres études, en fait, le Congo risque de disparaître bien avant l'Amazonie si ça continue. Bon, quelques mots de conclusion rapides, mais je pense que je l'ai déjà assez assommé avec ma présentation. Ce qu'on a fait, en fait, là, dans tous ces travaux, c'est déjà de questionner un peu les pratiques courantes qu'on a de modélisation. C'était un peu les 2 premiers temps de la présentation. On s'est dit, bon, il y a un acquis, qu'est-ce qu'on peut faire pour dépasser les limites de cet acquis en modélisation? On a soulevé d'ailleurs des problèmes dans 2 pratiques en fait, sur l'analyse de commerce et sur en fait, développer de meilleures pratiques pour l'analyse de ces données-là qui ont leurs limites, hein, ça c'est sûr, mais qui sont un peu les seules qu'on a à disposition. Si on veut faire du terrain sur le monde entier, si vous voulez, je vous embauche, mais ça va être un peu laborieux. Et puis, on a essayé de développer de nouvelles modélisations qui prennent en compte de nouveaux facteurs, etc. Avec finalement plusieurs enjeux en termes de politique publique. Anticiper la croissance de la demande urbaine en produits bois, ça, c'est vraiment des travaux qui nous tiennent à cœur. On est en train d'essayer de calibrer euh, en fait, certaines courbes en fait, de consommation des villes selon le stade de développement, la région, etc. Ça, c'est des travaux hyper passionnants, mais d'ores et déjà, ça soulève des préoccupations sur la forêt du Congo ou sur d'autres croissances urbaines dans le monde. On a également certaines limites de politique et instruments économiques qui sont mises en œuvre. Alors là, bon, ça, j'en parle pas trop dans l'exposé, mais toutes les questions de certification, de réglementation européenne contre le bois illégal, etc. En fait, à plusieurs moments de nos études, on arrive à montrer certaines limites de la mise en œuvre de ces politiques, dues au fait qu'on n'arrive pas à contrôler les choses ou qu'on a des mauvaises données pour les implémenter. Et puis enfin, l'analyse de réseau un peu rigolote qu'on a faite, finalement, ça a mis en avant quelques risques de marché qui peuvent advenir, risques en cascade, risques de concentration de marché, etc. Perspective, bon, je ne sais pas si ça vous intéresse trop, mais l'idée, c'est d'aller encore un peu plus loin quoi, dans ce qu'on a mis en place et éventuellement d'appliquer ça au-delà de la forêt. On appliquait ça à une ressource naturelle qui est forestière, mais je pense que beaucoup de méthodes sont duplicables ailleurs, en agriculture normalement, ou en ressources minières. Et puis bon, nous, alors ça c'était pour les économistes, mais on a un peu posé la question de quelle est la place pour des nouvelles méthodes en économie, sachant que actuellement, la modélisation de l'économie mondiale du bois, c'est plutôt quelque chose avec une forte inertie, en fait. Et les nouvelles pratiques sont pas toujours évidentes à instaurer, quoi, si je peux dire. J'arrête de vous embêter. Voilà. Merci pour votre attention. Et puis, si vous avez des questions, avec plaisir. Profite que j'ai le micro, j'en ai une, puis je te passerai le micro après. Ouais.
J'aimerais bien revenir sur la dernière partie de ton exposé Oui. où tu présentes donc le modèle j'ai oublié le nom, le bon millésime là, peu importe. Bonne Tunen. Van Tunen, merci. En gros, tu dis que grâce aux infrastructures, l'Europe, elle vend son bois pas très cher finalement avec ce modèle. C'est ce que tu fais. Enfin, Alors, c'est pas trop ça. il coûte moins cher. Attends, je vais Vas-y, ouvrir vas-y, mon vas-y. raisonnement. Tu me diras si c'est idiot ou pas. Vas-y, vas-y. Euh, En gros, c'est plus rentable, c'est très rentable d'aller dans ces forêts-là par rapport à ailleurs pour la plupart des acteurs mondiaux plutôt que d'aller taper au milieu de l'Amazonie. Et ça, c'est dû au bon niveau d'infrastructure. Si on veut poser la question de la souveraineté, est-ce que on pourrait prendre dans ce genre de modèle, pardon, une information complémentaire qui est celle de la contribution de ces marchés du bois au maintien des infrastructures? Mmh. Euh, je pense que c'est techniquement faisable. Après, je doute, est-ce que c'est pertinent ou pas? Parce que si tu veux, le commerce de bois, si sur le commerce mondial, c'est peanuts. Enfin, je pense que c'est largement peanuts. Euh, Mais si tu je prends suis d'autres pas, sources, je suis pas convaincu. Bah, une autre source, bah, si tu commences à dire, au lieu de prendre le bois, je prends toute la biomasse, peut-être, mais en fait, j'ai du mal à voir. C'est-à-dire, toi, tu penses que tous ces flux monétaires, il y en a qui est injecté dans l'infrastructure, c'est ça ou... non, ce que je dis, c'est que en gros, si localement, ton niveau d'infrastructure que tu vas financer sur quand même les impôts et les deniers Mhm. souverains des nations, tu vas financer cette infrastructure-là, le fait que tu vas vendre ton bois bon marché, finalement, tu es un Mhm. pigeon si tu finances des super Ah, infrastructures pour vendre ton bois pas cher. ouais. Donc, est-ce que à un moment donné, il y a bien un côté de rétribution dans ces choses-là? Est-ce que tu as un Mhm. retour de ces marchés-là qui sollicitent l'infrastructure, qui tirent complètement bénéfice de ça par rapport à ton maintien? Et c'est pas gênant, hein, tu pourrais vendre aussi ton bois un peu plus cher, quoi. Ou une Non, autre non, source, non, c'est plus général en fait. je pense que ça, c'est avant-gardiste, hein, ce que tu proposes. Je pense que c'est pas du tout envisagé. Et puis surtout que la route, elle sert pas qu'à faire du commerce, en fait, elle sert à plein de trucs. Non, je sais, mais Euh, justement, c'est-à-dire que et c'est un ouais, non, non, bénéfice. je pense que ce raisonnement-là, il est pas. Enfin, moi, c'est la première fois que je l'entends, donc Bon. Et puis je pense il pas. est. Non, non, je pense que c'est pas. La logique de ton raisonnement se tient, mais oui, je pense que c'est pas du tout à l'ordre du jour. Merci. Merci pour tout ça. J'avais un peu de mal à, comment dire, à mettre ensemble certains de tes chapitres. Dans un de tes chapitres, tu montrais que certains acteurs étaient très gros, ils pouvaient dicter leur prix de marché, leur prix d'achat. Mhm. Mais le chapitre d'après, en fait, tu montres que certaines ressources ne sont accessibles aux populations plus locales. Mhm. Et en fait, je me demande comment les deux peuvent aller ensemble. En fait, si un acteur externe, lointain, peut monter 10 fois plus cher que l'acteur local, il peut Mhm. pénétrer beaucoup plus loin, en fait. Donc, Ouais, je potentiellement, vois ce que tu veux dire. c'est les ressources qui sont à côté des villes du Congo. En fait, elles vont pas aller au Congo, mais elles vont aller en Chine, quoi. Parce que les Ouais, Chinois sont plus c'est un riches. bon point. Mais en fait, c'est à la fois un bon point et à la fois, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que euh, si on prend. Alors en fait, ce qui est pas mal avec les données de la FAO, c'est que elle vous donne des données de production domestique de bois à laquelle on peut comparer les valeurs d'export et d'import. Donc si on regarde un petit peu ce qui reste à l'intérieur du pays et ce qui sort et ce qui rentre, en fait, on se rend compte qu'à l'échelle mondiale, le gros reste à l'intérieur des pays, c'est-à-dire que la consommation principale du bois, elle est domestique, quoi qu'il arrive, et que à partir du moment-là, le reste, c'est-à-dire l'export-import, quoi, ce qui sort et ce qui rentre, là, il y a de la concurrence internationale où, en effet, tout ce qui peut sortir, enfin, ça dépend des produits, tu vois. C'est assez... Pour le boiron, ouais. Le boiron, c'est carrément... Après, c'est très contexte dépendant, en fait. J'aurais du mal à... J'ai pas en tête tous les pays du monde. Mais oui, en fait, enfin, le boiron, on se rend compte que c'est un peu galère de fourrer le container avec du boiron. C'est plus facile de fourrer ça avec des planches, quoi. Et donc, ça dépend vraiment des produits. Et si on pense ça, en fait, c'est-à-dire que tout le bois qui est produit ne va pas être forcément mis sur le marché de l'export-import, en fait. Il y a des exemples très concrets. Enfin, je dis n'importe quoi, mais il y a quand même des... Ici, en France, on a des contrats d'appro, par exemple, où quoi qu'il arrive, ce bois-là, il va aller à l'usine. Il va pas, il va aller à l'usine française ou à l'usine qui a le contrat. Il sera jamais mis en enchère avec des traders de bois qui peuvent tout rafler et envoyer ça en Chine, par exemple. Il y a toujours des manières de contourner en fait ces effets-là. Casser les contrats d'appro, ça je sais pas, je ne suis pas assez au milieu. Non, mais je veux dire, si je suis un propriétaire forestier égoïste et que j'ai un contrat avec l'État Mhm. français qui me donne 10, mais il y a un Chinois qui m'appelle le lendemain et qui dit je donne 100, bon, je sais Bah, pas. les contrats, je pense, c'est compliqué, mais en effet, si tu as le choix, je pense que oui, ça part en container. Enfin, c'est ce qui arrive dans le Morvan, dans certaines régions de France où tout part en container.
après, c'est pour le cas français. C'est difficile de faire des généralités sur le cas français, qui est un peu un petit joueur du monde forestier international. Euh, mais en fait, c'est pas tout à fait, c'est pas incohérent, quoi. En fait, aussi, il faut se rendre compte qu'au-delà du coût, c'est-à-dire là, c'est peut-être aussi le problème des prix que j'ai mis qui sont un peu fictifs, quoi, 100, 200, 300, 400. Je pense, en raffinant le modèle, en étant plus précis, peut-être ça peut monter bien, bien plus haut la tonne d'aller au cœur de l'Amazonie que prévu, en fait. Et surtout, dans des cas comme le Congo, il n'y a même pas de mise en marché, en fait. Enfin, je pense que pour plein de cas de villes, les vrais problèmes de déforestation autour des villes, c'est qu'il y a de la coupe domestique qui est faite pour l'énergie, sans réglementation, ce genre de choses, ça arrive. Je sais pas, en fait, il y a une diversité de cas qui fait que les deux, je pense, sont pas si incompatibles que ça. Je sais pas si je t'ai convaincu avec ma réponse, en fait. J'ai du mal à structurer tout ça. Non, mais je me dis, bah, du coup, si une grande partie de la consommation est domestique, en fait, je me demande un peu qu'est-ce que ton dernier chapitre apporte, en fait. C'est peut-être ça, en fait, qu'il faudrait. Ah! Euh... Bah, pourtant, tu as la consommation domestique dans le dernier chapitre, je comprends pas l'affaire. Non, non, mais enfin, ce que tu disais, c'était que, par exemple, le cas du Congo, ce bois-là ne va jamais entrer sur le marché Il mondial. n'est pas dit jamais. Enfin, une partie assez marginale va rentrer sur le marché mondial. Ouais. Donc, en fait, les cartes que tu produis, en fait, si je peux être un peu méchant, ont Vas-y. une valeur qui est assez, qui est limitée. C'est des cartes de zone d'influence, en fait. Mais disons que ces cartes-là, elles mettent en valeur les facteurs importants à prendre en compte. Et ça dépend du cas. Dans des cas, en fait, là, tu as un peu cette distinction cas forte infrastructure, faible infrastructure, qui va faire qu'il y a un facteur ou un autre qui va devenir prépondérant. Dans le cas de faible infrastructure, c'est le coût de transport qui va décider de pas mal de choses et de l'allocation des ressources. Donc, si tu veux, ça veut juste dire que la zone d'influence des zones étrangères va avoir plus de mal à pénétrer au sein du massif que la zone d'influence de la demande domestique. Ça, c'est ça que ça veut dire en zone de faible infrastructure. Et ça, pour le mettre en évidence, il fallait quand même pondre ces cartes-là. Même si c'est des réalités de terrain. Bon, mon co-auteur, Jean-Marc, qui travaille au CIRAD, c'est des choses qui se depuis des années, mais ça n'a pas été mis sur la table enfin, avec ce genre de travail. Et puis, tu as l'autre cas, infrastructure vraiment très bien développée, où là, en fait, l'accessibilité, enfin, c'est vraiment une question de zone d'influence et d'accessibilité. Ça ne veut pas dire qu'à l'arrivée, tu vas avoir tout le bois qui va partir à un seul endroit. C'est pas du 1-0, quoi. C'est plutôt une zone d'influence. En fait, ces cartes-là aussi, pour juste te donner une idée, on a aussi fait la même avec la demande indienne. Normalement, la demande indienne, elle rafle tout, quoi. Mais ils sont jamais rentrés sur ce marché-là international du bois, donc ils sont pas si prépondérants que ça par rapport à des Chinois qui arrivent deuxième. Donc c'est vraiment une histoire de potentialité, de zone d'accessibilité, plutôt, qu'on met en avant là. Peut-être de nature aussi de bois. C'est-à-dire que là, pour l'instant, tu es sur une description grossière, enfin grossière, Ah, c'est générale, grossier. quoi. Oui, c'est grossier. Et ton influence, elle peut être pertinente localement parce que tu vas chercher un type de produit plus qu'un autre pour alimenter un marché ou enfin, je sais pas. Bah, Tu pourrais éventuellement descendre plus profond dans les données à ce niveau-là alors ou dans les vraiment données, c'est trop globalisé pour que bon, ça bah vaille le coup. là c'est vraiment une modélisation assez simpliste. En fait, on a des pixels de forêt, on ne différencie pas de produits, quoi. Donc, c'est hyper simpliste, ça demande à être affiné. Après, dans les données commerciales, si c'est ça que tu demandes, il y a des limites à aller dans le détail. Par exemple, les résineux, on pourrait avoir des infos parce qu'en fait, c'est des produits, je vais dire forestiers standards à l'échelle mondiale. Donc là, on a de l'info, mais dès qu'on veut des essences particulières ou du tropical, c'est une grosse case qui est difficile à différencier, en fait. Sauf pour des essences très typées. Merci Valentin. Moi j'ai une question. Je vais reformuler ce que j'ai compris, parce que peut-être que j'ai juste mal compris. Mhm. Tu as dit que le fait que les pays soient de plus en plus connectés les uns aux autres avec une hyperconnexion, ça crée une sorte d'effet domino si un pays s'effondre. Ça peut, ouais. Et c'est un peu contre-intuitif à ce que je pensais ou en écologie par exemple. Enfin, contre-intuitif à ce qu'on pense en écologie où quand quelque chose est hyper connecté, il peut être très modulable et très Ah oui. s'adapter aux Alors, je crises. me suis sans doute mal exprimé, tu as raison. Dans effet cascade ou domino, c'est plutôt dans la propagation en fait, du choc sur le réseau. Mais en fait, en effet, ce qu'on montre aussi, c'est que enfin, si gros choc il y a, genre crise 2008 ou ce genre de choses, le réseau réagit tout de suite, mais reprend son cours quasi après. Donc, ça montre une certaine résilience en fait du réseau par rapport au choc. Et c'est en effet dû. Enfin, je vois très bien ce que tu veux dire, quoi. Enfin,
le réseau encaisse beaucoup mieux le choc quand il est très connecté plutôt que lorsqu'il n'est pas connecté. Ok. Et ça c'est vrai. C'est ce qu'on voit en effet. Non, bah, c'est bien. Je crois qu'on a un peu essoré les questions, puis que tu nous as essoré aussi. Bah, je pense. Euh, Ouais. Désolé. Voilà, donc on va. Non, mais c'était intéressant, hein, je dis pas ça négativement. Donc on va clore là. Mais je vous remercie d'être venu et puis à la prochaine en fait. Je sais pas encore quand, voilà. Oui. Merci.